Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle petite histoire d'Agatha Christie. Le titre de cette nouvelle est La beauté d'Hélène. Chapitre 1er. À l'opéra ce soir-là, M. Satterthwaite occupait seul la loge du premier balcon, qui portait sa carte. Ami des arts, il appréciait tout particulièrement la belle musique et s'abonnait chaque année à Covent Garden, où on lui réservait une loge pour les mardis et les vendredis. Habituellement, il aimait à s'entourer de l'élite de la société et du monde artistique, avec lequel il se sentait familier. Ce soir, il était seul, parce qu'une comtesse lui avait fait faux bond à la dernière minute. Jolie femme fort répandue, mais aussi excellente mère. Elle avait dû rester auprès de ses enfants atteints de cette maladie commune mais affligeante, les oreillons. À l'heure présente, la comtesse devait échanger des propos émouvants avec ses nurses impeccablement vêtues. Son mari, lequel l'avait gratifiée des 10 enfants et de son titre, mais qui à part cela s'affirmait d'une parfaite nullité, en avait profité pour disparaître, rien ne l'ennuyant plus que l'opéra. On donnait Cavalleria Rusticana et Paillasse. M. Satterthwaite, n'appréciant pas beaucoup la première partie du programme, était arrivé au moment où le rideau tombait sur l'agonie de Santuzza, à temps pour jeter un regard d'aigle en quête d'une proie sur le foyer avant qu'il ne se vidât de ses occupants. Il ajusta ses lunettes, repéra sa victime et se leva avec un plan de campagne bien établi. Il dut cependant renoncer à le mettre à exécution, car à la porte de sa loge, il se heurta à un grand homme brun qu'il reconnut avec un sursaut de plaisir. « Monsieur Quinn !» Il saisit la main de son ami et l'étreignit comme s'il craignait de le voir se volatiliser. « Je serais ravi que vous partagiez ma loge, mais peut-être n'êtes-vous pas seul. » Avec un sourire, M. Quinn le rassura. « Si, je suis seul. J'ai un fauteuil d'orchestre. »« Alors c'est entendu. »« Je ne savais pas que vous aimiez l'opéra. »« J'ai certaines raisons pour être attiré par Paillasse. » À la première sonnerie annonçant la fin de l'entr'acte, ils gagnèrent la loge du vieux gentleman et regardèrent le public remplir à nouveau la salle. « Voilà une très belle tête, » remarqua soudain M. Satterthwaite. D'un geste, il désigna une jeune fille assise à l'orchestre, dont il ne distinguait que la chevelure dorée, serrée sous un petit chapeau, et la ligne pure de son cou. Une tête grecque en y réfléchissant. Je trouve que de nos jours, bien peu de femmes sont coiffées suivant leur personnalité. M. Quinn murmura. « Vous êtes tellement observateur. » J'avoue que je remarque certains détails précis. Par exemple, j'ai tout de suite repéré cet inconnu. Tôt ou tard, un nous montrera son visage et je redoute le moment car je crains qu'il ne s'harmonise pas avec la forme de la tête. Ce serait un hasard exceptionnel. Les lumières baissèrent. Le chef d'orchestre happa un coup sec de son bâton. Le rideau se leva et la représentation commença. Un jeune ténor, que la critique comparait au grand Caruso, tenait le rôle principal. Chaque chroniqueur lui attribuait une nationalité différente depuis qu'il avait donné un récital de chant folklorique au Albert Hall, tout en demi-teintes et consonances étranges. Les soi-disant amateurs s'étaient exclamés « Merveilleux !» Mais les vrais dilettantes réservaient encore leur opinion, car ils savaient que l'oreille devait s'adapter à cette nouvelle forme de musique avant de la juger. Ce soir, une grande partie du public se sentait soulagée de constater que Joachim chantait dans un italien des plus purs et usait des sanglots et trémolos traditionnels. Le rideau tomba sur le premier acte et les applaudissements éclatèrent, bruyants. M. Satterthwaite se tourna vers son ami qui attendait son verdict, ce qui ne manqua pas de flatter le vieux gentleman. Après tout, se dit-il, je sais, mon jugement est presque toujours infaillible. Lentement, il hocha la tête. Sa voix est aussi pure que celle de Caruso. Il manque encore d'assurance, de technique, mais la qualité de son timbre est indiscutable. J'étais présent à son concert au Albert Hall. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Il y a remporté un grand succès, notamment avec une certaine chanson de berger. J'en ai entendu parler. Le refrain se termine chaque fois sur une note qui varie entre le la et le si bémol, une sorte de cri très curieux. Après 3 rappels, le ténor disparut. La lumière se fit et le public commença à se disperser. M. Satterthwaite ajusta ses lunettes pour observer la jeune fille à la chevelure dorée. Elle se levait. Ayant noué son écharpe, elle se retourna et le vieux gentleman retint son souffle. De par le monde, il existe rarement de tels visages, et ce sont ceux qui font l'histoire. La jeune fille se dirigea vers l'allée centrale.
un jeune homme sur ses talons. Sur son passage, chaque spectateur attachait sur elle un regard admiratif. M. Satterthwaite se prit à penser. La beauté ne tient ni au charme, ni à toutes ces futilités, dont nous parlons avec sottise, mais à la forme d'un profil, à la ligne d'un sourcil, à la courbe d'un menton. Tel le visage qui lança 1000 navires à la mer. Il se tourna vers M. Quinn, qui lui adressa un petit geste d'intelligence, ce qui l'encouragea à observer. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblaient vraiment les Cléopâtre, Hélène de Troie, Marie Stuart. Si nous sortons, nous le saurons peut-être. Ils gagnèrent le hall et découvrirent le couple qui les intéressait dans un salon de l'entresol. Pour la première fois, M. Satterthwaite détailla le compagnon de la jeune fille, un garçon brun, pas tellement beau, mais dégageant une forte personnalité avec des traits aux angles curieux. Pommettes saillantes, menton carré, presque crochu, œil très enfoncé et étrangement clair, sous les sourcils en broussailles. Il parlait d'un air sérieux et la jeune fille l'écoutait. Ils n'appartenaient ni l'un ni l'autre au monde de M. Satterthwaite, qui les jugea du genre artiste. La jeune fille portait un vêtement de soie, sans forme bien définie, bon marché, et des chaussures de satin blanc souillées. Son compagnon paraissait mal à l'aise dans son costume de soirée. Les deux amis qui passaient une fois de plus devant le couple remarquèrent l'arrivée d'un jeune homme blond, ayant une vague allure d'employé de bureau, et qui portait avec lui une atmosphère de gêne. Il tripotait nerveusement sa cravate. Le beau visage de la jeune fille se leva vers lui, tandis que le chevalier servant lui lançait des coups d'œil furieux. L'histoire classique, nota M. Quinn. Oui, et cependant, on pouvait espérer mieux. La beauté... Pour M. Satterthwaite, ce mot avait une signification spéciale, mais difficile à traduire. Il se tourna vers son compagnon, qui se contenta de hocher la tête. Ils regagnèrent leur place, et plus tard, lorsque le spectacle fut terminé, le vieux gentleman s'empressa d'annoncer. La soirée est humide, et puisque ma voiture m'attend, vous me ferez bien le plaisir d'accepter que je vous dépose, quelque part. Sa délicatesse habituelle venait de lui dicter que vous conduire à votre porte aurait pu paraître indiscret. M. Quinn s'étant toujours montré singulièrement réservé, en fait, M. Satterthwaite ne savait pratiquement rien de lui. Il crut bon d'ajouter « Mais peut-être que votre voiture vous attend aussi. »« Non, je suis à pied. »« Alors ?»« Vous êtes trop aimable, mais d'une part, je préfère aller seul, et d'autre part, ajouta-t-il dans un curieux sourire, si quelque chose venait à se produire, il vous faudra agir. Bonne nuit et merci. Une fois de plus, nous aurons assisté ensemble aux préliminaires du drame. » Il disparut si vite que M. Satterthwaite n'eut pas eu le temps de répliquer. Il resta un moment en proie à un sentiment de gêne inexplicable. À quel drame M. Quinn faisait-il allusion? Paillasse ou autre chose? Masters, son chauffeur, avait l'habitude de ranger la voiture dans une rue latérale, car M. Satterthwaite détestait attendre sur les marches du Covent Garden, avec une longue file d'autos qui venaient prendre leurs passagers. Ainsi qu'il faisait toujours, il s'éloigna donc à pied. Devant lui marchait un couple qu'il reconnut au moment où un homme le dépassait pour accoster les jeunes gens le précédant. La suite se déroula sous ses yeux, en l'espace d'un éclair. Une voix masculine s'éleva coléreuse, une autre protesta, et tout de suite, on en vint au coup. Surgissant de nulle part, la silhouette d'un policier apparut et un instant plus tard, M. Satterthwaite se trouvait près de la jeune fille, réfugiée contre un mur. « Permettez-moi, mademoiselle, il ne faut pas que vous restiez ici. » Il lui prit le coude et la guida rapidement vers sa voiture. Elle tenta de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule en protestant sans grande conviction. Mais son chaperon hocha négativement la tête. « Il serait très désagréable pour vous d'être mêlé à cette affaire. On vous emmènerait sans doute au poste de police. Je suis sûr qu'aucun de vos amis ne le souhaite. Voici ma voiture, si vous voulez, je vous raccompagne chez vous. » Elle hésita un moment, mais devant le bon visage honnête de son compagnon de hasard, elle accepta et prit place dans le véhicule dont Masters tenait la portière ouverte. Elle indiqua une adresse dans Chelsea, et ils se mirent en route. La jeune fille était bouleversée, et M. Satterthwaite avait trop de tact pour troubler le cours de ses pensées. Bientôt, cependant, elle se tourna vers lui et remarqua avec amertume. « Les gens sont vraiment trop stupides. » Hélas. Éprouvant le besoin de s'épancher, elle reprit. « Ce n'est pas comme si... Voyez-vous, M. Eastney et moi sommes des amis de longue date, exactement depuis mon arrivée à Londres. Il a fait beaucoup pour moi. Il s'est intéressé à ma voix et m'a mis en contact avec plusieurs impresarios.
Il est un grand amateur de musique. C'est très gentil à lui de m'avoir invité ce soir, car je suis sûr qu'il n'a pas vraiment les moyens d'assister souvent à un spectacle de cette qualité. M. Burns, qui était présent, lui aussi, à la représentation, nous a rejoints durant l'entracte. Et j'ai remarqué que Phil, M. Eastney, n'était pas content, bien que je ne comprisse pas pourquoi, car M. Burns se montre toujours fort aimable avec lui. Juste comme nous allions prendre notre métro, Phil et moi, M. Burns nous a rattrapés et sans aucune raison apparente, Phil s'est jeté sur lui comme un fou. Je trouve cela affreux. En êtes-vous sûr demanda doucement M. Satterwhite. Elle rougit légèrement, et bien qu'elle eût dû éprouver quelque plaisir à être la cause de cette querelle, une inquiétude profonde se devinait en elle. M. Satterwhite en eut bientôt l'explication lorsqu'elle laissa échapper « J'espère qu'il ne l'a pas blessé. » Avec un demi-sourire, le vieux gentleman se demanda auquel des deux elle faisait allusion. Se liant à son jugement personnel, il s'enquit. « Vous espérez que M. Eastney n'a pas blessé M. Burns ?»« Oui, c'est tellement énervant de ne pas savoir. » Comme la voiture s'arrêtait, M. Satterwhite demanda « Avez-vous le téléphone ?»« Oui. Si vous voulez, je pourrais me renseigner sur ce qui est arrivé et vous le communiquer aussitôt. »« Vraiment? Ce serait tellement gentil de votre part. » Elle lui donna son numéro et dit avec timidité « Je m'appelle Gillian West. » Alors qu'il se mettait en route pour accomplir sa mission, M. Satterwhite se prit à murmurer « Ainsi, ce n'est donc que cela. La forme d'un visage, la courbe d'un menton. Néanmoins, il tient sa promesse, et il s'en fut prendre des renseignements au poste de police. » Chapitre 2. L'après-midi du dimanche suivant, M. Satterwhite se rendit à Kew Gardens pour y admirer les rhododendrons. Il y avait longtemps, incroyablement longtemps lui semblait-il, qu'il avait amené là une certaine jeune personne à laquelle il désirait montrer des jacinthes. Au préalable, il avait choisi avec soin les mots qu'il devait employer pour demander à la jeune fille de lui accorder sa main. Il retrouvait tous ces mots dans sa mémoire, ainsi que le ravissement de sa compagne devant les parterres fleuris, puis le choc qui le terrassa quand celle-ci arrêta brusquement ses exclamations admiratives sur les jacinthes pour confier à M. Satterwhite, en qualité de grand ami, son amour pour un autre. Mettant rapidement de côté le petit discours si bien préparé, il trouva aussitôt quelques formules de sympathie et de compréhension. Cette aventure romanesque vécue à l'époque de la reine Victoria avait laissé au vieux gentleman un attachement profond pour Kew Gardens. Il s'y rendait chaque année pour y voir les jacinthes, ou, s'il était resté en voyage plus longtemps que de coutume, les rhododendrons. Il soupirait, en proie à une nostalgie dont les nouvelles générations ne savaient plus apprécier la douceur. Cet après-midi, alors qu'il revenait sur ses pas, en longeant le salon de thé, il aperçut Gillian West et le jeune homme blond installés à une table en bordure de la pelouse. La jeune fille le reconnut et murmura quelques mots à son compagnon. Un instant plus tard, M. Satterwhite échangeait une poignée de main avec eux et acceptait leur timide invitation de prendre le thé en leur compagnie. Je ne puis vous dire à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir veillé sur Gillian l'autre soir. Elle m'a tout raconté. Assurément, renchérit la jeune fille, vous avez été très aimable. M. Satterwhite se sentit satisfait et intéressé. Leur sincérité le touchait. Il trouvait là l'occasion de jeter un coup d'œil sur un monde qu'il connaissait mal. À sa manière compassée mais paternelle, il donna la réplique aux jeunes gens, et bientôt il sut tous deux. Il nota que M. Burns était devenu Charlie, et ne fut pas surpris d'apprendre que le couple venait de se fiancer. Au vrai, précisa M. Burns avec candeur, nous avons décidé cela cet après-midi, n'est-ce pas, Gil? Burns travaillait pour une compagnie de navigation où il gagnait bien sa vie. Il possédait un petit capital et souhaitait que le mariage eût lieu très bientôt. M. Satterwhite écouta, hocha la tête et complimenta tout en pensant. Un garçon commun, gentil, loyal, sachant se faire valoir. Beau mâle, mais rien de remarquable. Il n'a sûrement pas inventé la poudre. Et Gillian l'aime. Il laissa échapper. Et M. Eastney? L'effet fut immédiat. Le visage de Charlie Burns s'assombrit, et Gillian parut troublée, effrayée même. Je ne... commença-t-elle d'un ton sourd. Elle s'adressait à M. Satterwhite comme si elle savait, d'instinct, qu'il comprendrait mieux que son fiancé. Voyez-vous, il m'a beaucoup aidé, m'a encouragé à apprendre des leçons de chant. Ma voix n'est cependant pas exceptionnelle. J'ai eu des contrats, bien sûr. Burns l'interrompit. Des ennuis aussi. Une jeune fille a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Dans l'ensemble, Gillian a connu des expériences plus désagréables que plaisantes.
Elle est jolie, comme vous pouvez vous en rendre compte, et cela est souvent une cause de tracas pour une jeune fille. M. Satterthwaite fut bientôt éclairé sur ces différents événements que Burns estimait désagréables. Un jeune homme s'était donné la mort d'un coup de revolver, un directeur de banque s'était conduit comme un goujat, bien que marié, de plus, un étranger avait profané des menaces, un loufoque, un artiste plus très jeune avait suscité un scandale, etc., etc. Burns énumérait cette série de tragédies traînant dans le sillage de Gillian. Et pour moi, termina-t-il, cet Istiney est sûrement un fou. L'autre soir, si je n'étais pas arrivé au bon moment, Gillian aurait eu des difficultés avec lui. Il eut un rire un peu niais. La jeune fille articula lentement. Phil est un bon garçon. Il m'est profondément attaché et je le tiens pour un ami très cher, mais rien de plus. Je ne sais comment il va prendre la nouvelle de nos fiançailles. J'ai tellement peur qu'il... Elle se tut, angoissée par le danger qu'elle pressentait. Si je puis vous être utile, s'empressa M. Satterthwaite. Il crut percevoir un geste irrité venant du jeune homme, mais Gillian le remercia chaleureusement. Il quitta ses nouveaux amis après avoir promis à Gillian de prendre le thé en sa compagnie le jeudi suivant. Le jour dit, M. Satterthwaite éprouva un petit frisson de plaisir. Je suis un vieil homme, mais pas encore trop vieux pour apprécier la beauté d'un visage. Un visage? Il hocha la tête pour écarter un mauvais présage. Gillian était seul. Charlie Burns devait arriver plus tard. M. Satterthwaite trouva son hôtesse plus joyeuse qu'il ne s'y attendait. Elle le reconnut volontiers. J'avais peur de parler de Charlie à Phil, mais j'étais ridicule, j'aurais dû le connaître mieux que cela. Il est déçu, naturellement, mais il a été charmant. Regardez ce qu'il m'a envoyé ce matin, comme cadeau de mariage. N'est-ce pas magnifique? Elle lui montra un poste de radio dernier modèle. Cadeau insolite venant d'un homme dans la position Disney. Nous aimons tant la musique, lui et moi. Il m'a prié, chaque fois que j'écouterai un concert à ce poste, de penser un peu à lui. Je n'y manquerai pas, puisque nous avons toujours été de bons amis. Il me semble avoir pris la nouvelle en parfait sportif. Les yeux de la jeune fille s'embuèrent. Il m'a demandé une faveur. Ce soir est l'anniversaire de notre première rencontre et à cette occasion, il désire que je reste à la maison à écouter la radio, sans voir Charlie. J'ai tout de suite accepté en l'assurant que je penserai à lui avec affection et gratitude. M. Satterthwaite se sentait perplexe. Il devait se méprendre sur le caractère de ceux qu'il rencontrait, car il avait jugé Philip Isney bien incapable d'un tel geste sentimental. Au fond, le garçon devait être d'un genre plus ordinaire qu'il ne le supposait. Gillian, de toute évidence, acceptait sans surprise la réaction de son amoureux déçu. Pour sa part, M. Satterthwaite était un tantinet, juste un tantinet, désappointé. Bien qu'il fût lui-même sentimental, il estimait que la sentimentalité appartenait à sa génération et n'avait pas de place dans l'existence moderne. Il demanda à Gillian de chanter et elle s'exécuta. Il la complimenta sur sa voix tout en sachant que les succès remportés au cours de sa jeune carrière, elle les devait plus à son visage qu'à son talent. Ne désirant pas particulièrement revoir le jeune Burns, M. Satterthwaite prit assez rapidement congé. C'est à ce moment que son attention fut attirée par un objet de qualité placé sur la cheminée et qui se détachait sur les écœurantes banalités qui l'entouraient. Un vase de cristal aux proportions harmonieuses avec, posé sur l'ouverture, une sorte de gigantesque bulle de savon. Remarquant l'intérêt de son visiteur, la jeune fille expliqua. Un autre cadeau de Phil. C'est très joli, je crois. Il travaillait dans une sorte de verrerie. C'est magnifique. Les souffleurs de Murano, eux-mêmes, eussent été fiers de produire un tel chef-d'œuvre. Il partit en s'interrogeant sur Philip Isney. Le garçon était particulièrement attachant et néanmoins, la jeune fille au beau visage lui avait préféré Charlie Burns. Quel étrange univers! Il lui vint soudain à l'esprit que la beauté de Gillian West lui avait en quelque sorte gâché sa soirée avec M. Quinn. Habituellement, lorsqu'il rencontrait son ami, un événement imprévu et bizarre ne manquait jamais de se produire. C'est avec l'espoir de revoir l'aube au mystère qu'il dirigea ses pas vers le restaurant Harlequin, où, il y avait de cela longtemps, les deux hommes avaient fait connaissance et où M. Quinn reconnaissait se rendre assez souvent. M. Satterthwaite inspecta toutes les salles du restaurant, mais ne découvrit nulle part le visage sombre et souriant de M. Quinn. Il aperçut cependant, assis seul à une petite table, Philip Isney. L'endroit était bondé. Le vieux gentleman prit place en face du jeune homme et ressentit brusquement un étrange sentiment d'exaltation, comme s'il se trouvait pris dans l'engrenage des événements en cours. Il comprenait enfin le sens des paroles prononcées par M. Quinn à la sortie de l'opéra.
un drame se déroulait, un drame dans lequel M. Satterwhite devait jouer un rôle important. À lui de donner la réplique appropriée au bon moment. En s'asseyant devant Philip Isney, il eut l'impression de se soumettre à l'inévitable. Il n'eut aucun mal à entrer en conversation avec le jeune homme, qui paraissait désireux de s'épancher. Ils parlèrent de la guerre, des explosifs, des gaz asphyxiants. Isney avait beaucoup à dire là-dessus, car durant la majeure partie du conflit, il avait travaillé à leur fabrication. Il y avait, assurait-il, un gaz qui n'avait jamais été expérimenté, et qui cependant promettait de grands résultats. Une simple aspiration et c'était la mort assurée. M. Satterwhite aiguilla doucement la conversation sur la musique. Tout de suite, le jeune homme entra dans le sujet avec la ferveur de l'amateur passionné. Ils parlèrent de Joachim, et tous deux tombèrent d'accord pour affirmer que rien au monde ne surpassait une belle voix de ténor. Le garçon raconta qu'il avait vu et entendu Caruso chanter. Savez-vous qu'il pouvait s'exercer devant un verre de vin qui se brisait au son de sa voix? Je croyais que ce n'était qu'une fable, répondit Satterwhite en souriant. Le fait est très vraisemblable. D'ailleurs, c'est une question d'acoustique. Il se lança dans des descriptions techniques qui paraissaient le fasciner. M. Satterwhite comprit qu'il se trouvait en présence d'un cerveau exceptionnel, presque génial. Cela l'amena à établir une comparaison entre les deux jeunes gens qui se disputaient Gillian West. Avec surprise, il réalisa brusquement qu'il était très tard. Il demanda sa note sous l'œil confus d'Isney qui lui dit « Pardonnez-moi de vous avoir retenu si longtemps. C'est ma bonne fortune qui vous a conduit ici ce soir. J'avais besoin de parler à quelqu'un. » Il eut un étrange petit sourire. Ses yeux brillaient encore d'excitation. Et cependant quelque chose de tragique émanait de sa personne. Ne vous excusez pas, notre conversation m'a paru très intéressante, et en tout cas très instructive. Il salua le jeune homme de façon tout à la fois familière et courtoise, avant de sortir. La soirée étant chaude, il s'éloigna en flânant et ressentit bientôt l'étrange impression que quelqu'un avançait à ses côtés. Il regarda alentour, mais la rue était déserte. En vain se gourmanda-t-il, l'impression persista, et sans raison apparente, le visage de M. Quinn se dessina clairement dans son esprit, et avec elle, l'angoisse d'un danger imminent. Quelque chose allait de travers. Il lui incombait d'y remédier et vite. Renonçant à lutter contre ce qui se passait en lui, M. Satterwhite ferma les yeux pour essayer d'amener l'image de M. Quinn plus près de lui. Si seulement il avait pu demander à M. Quinn. Mais à quoi bon? Celui-ci se serait contenté de remarquer « Les fils conducteurs sont entre vos mains. À vous de les démêler. » Les fils conducteurs? Quels fils conducteurs? Il analysa lentement ses impressions. Ce danger qu'il pressentait, qui en était menacé? Un cliché passa aussitôt devant ses yeux. Gillian West assise seule chez elle à écouter la radio. M. Satterwhite lança un penny à un vendeur de journaux et ouvrit le quotidien à la page des programmes de la radio. Tiens, Joachim devait chanter ce soir-là. D'abord la damnation de Faust, et ensuite quelques refrains folkloriques, la chanson du berger, le poisson, le petit cerf, etc. À présent qu'il savait ce qu'écoutait la jeune fille, il se faisait une image plus précise d'elle, assise, seule. Curieuse requête venant d'un type tel qu'Isney, chez lequel on devinait un manque de sentimentalité totale. Un homme dangereux peut-être? Leur rencontre ce soir était inattendue, bizarre. Une bonne fortune, avait dit Isney, mais cette rencontre n'entrait-elle pas plutôt dans ce groupe de fils conducteurs où M. Satterwhite devait choisir où jouer son rôle? Il se força à repasser dans sa mémoire les sujets qu'ils avaient abordés. Il devait exister là une piste. Sinon, pourquoi aurait-il pressenti cette étrange impression de danger? Musique? Guerre? Travail? Caruso? Caruso? La voix de Joachim égalait presque celle du grand ténor italien. Gillian devait l'écouter en ce moment. L'appartement où résonnait la voix, sincère et puissante, le cristal qui faisait écho. Caruso avait chanté devant un verre qui s'était brisé. Joachim chantait ce soir dans un studio londonien, et à quelque distance de là, un verre se brisait. Pas un verre à vin, mais une délicate bulle de cristal posée sur le bord d'un vase. Peut-être n'était-elle pas vide? Si un passant s'était attardé par ici, il aurait pu se demander si le vieux gentleman qu'il croisait était normal, car, après avoir fermé fébrilement son journal, M. Satterwhite se mit à courir, à toutes jambes. Au carrefour, il trouva un taxi qui flânait, sauta dedans et cria une adresse au chauffeur, en ajoutant qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Le jugeant un peu dingue mais riche, le chauffeur appuya sur l'accélérateur.
M. Satterwhite se jeta en arrière, l'esprit bouillant d'idées confuses où se mélangeaient de vagues notions de science apprises à l'école et les phrases employées par Philippe Isney au cours de la soirée. Il était 22h45 et Joachim avait commencé de chanter. Oui, mais Faust passerait en premier. C'est la chanson du berger, dont le refrain se terminait par un long cri qui ferait quoi? Sa tête tournait. Ton, harmonique, supérieur, demi-ton. Il ne savait à peu près rien de ces choses-là. Isney, lui, savait, pourvu qu'il n'arrive pas trop tard. Le taxi s'arrêta et M. Satterwhite grimpa au deuxième étage, tel un jeune athlète. La porte de l'appartement ne résista pas à sa poussée, et la voix du ténor l'accueillit. Les paroles de la chanson du berger lui étaient familières dans des circonstances plus appropriées. Shepherd, see thy houses flow in Maine. Il arrivait donc à temps. Bondissant dans le salon, il découvrit Gillian West assise sur une chaise haute près de la cheminée. Maria Misha's daughter is to wed today. To the wedding I must haste away. Elle dut le croire fou. Lui saisissant le bras et criant quelque chose d'incompréhensible, il l'attira à sa suite, jusque sur le palier. To the wedding I must haste away. Yaha. Une note merveilleusement filée, suivie d'un autre son, celui du verre qui se brise. Un chat de gouttière passa devant eux et se faufila dans l'appartement. Gillian esquissa un mouvement, mais M. Satterwhite la retint. Non, non, c'est mortel. Une simple bouffée et tout est fini. Personne ne se doute à quel point c'est dangereux. C'est bien pire que tout ce qui a été inventé jusqu'ici. Chapitre 3. Philippe Isney jeta un coup d'œil à sa montre. 11h30. Depuis 3/4 d'heure, il avait arpenté les quais. Il leva les yeux sur l'autre rive de la Tamise, puis se détourna pour regarder son compagnon de table. Comme c'est étrange. Il semblerait que ce soir nous sommes appelés à nous rencontrer. N'évoquez surtout pas le hasard, recommanda M. Satterwhite. Le jeune homme l'observa un moment et son expression changea. Ah, le vieux gentleman alla droit au but. Je viens juste de chez Miss West. Vraiment? La voix était calme, sans la moindre faille. Pour l'heure, il n'y reste qu'un chat mort. Après un long silence, Isney s'enquit. Qui êtes-vous donc? M. Satterwhite lui raconta toute l'histoire et conclut. Ainsi, vous voyez, je suis arrivé à temps. Avez-vous quelque chose à dire? Non, répondit simplement Philippe Isney. M. Satterwhite regarda sa silhouette s'engloutir dans l'obscurité. Il éprouvait une sorte de sympathie pour ce garçon, la sympathie qu'éprouve un artiste pour un autre artiste, un sentimental pour un amant sincère, un homme ordinaire pour un génie. Finalement, il se leva et marcha dans la direction qu'avait prise Isney. Le brouillard commençait à s'épaissir. Bientôt, il croisa un policier qui jeta sur lui un regard inquisiteur. « Avez-vous entendu une sorte de floc, juste à l'instant » demanda-t-il brusquement. « Non. » Le policier chercha à distinguer l'eau noire, à quelques mètres d'eux. « Encore quelqu'un qui se donnait la mort, je parie, » bougonna-t-il. « Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'imagine qu'ils ont leur raison. La plupart du temps, l'argent. Une femme, quelquefois, ce n'est pas toujours leur faute, mais certaines femmes causent un tas d'ennuis. Certaines femmes, oui, approuva doucement M. Satterwhite. Lorsque le policier se fut éloigné, il prit place sur un banc que le brouillard enveloppait. Il se prit à penser à Hélène de Troie. Il se demandait quelle sorte de femme elle avait bien pu être, avec son beau visage. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.